Moi, ma plus grande chance et ma plus belle réussite, c'est d'avoir vécu toute ma jeunesse, mon adolescence et une grande partie de ma vie à Gruissant. Gruissant qui était, donc, quand j'étais tout petit, tout jeune, un village de pêcheurs, de viticulteurs, un village où les gens souffraient du froid, par moments aussi, donc, où on mangeait par moments pas forcément à notre faim. Mais par contre, donc, il y avait une grande solidarité. Les familles gruissannaises accompagnaient l'ensemble des Gruissannais et des Gruissannaises, quel que soit leur parcours. Et moi, j'ai eu la chance de vivre dans un entourage bienveillant où les anciens veillaient sur les jeunes et les jeunes s'amusaient donc dans les espaces naturels. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le port n'y était pas, donc la mission Racine n'existait pas. Et en fait, on vivait, si je puis dire, donc autour de la Clappe, des étangs, de la plage, de ce sable blanc gruissant qui est devenu par la suite donc ce que l'on sait une pépite et qui est un peu la Floride en Occitanie, qui est une belle référence et un beau marqueur. Et moi j'ai vécu tout ça avec beaucoup d'insouciance, avec le rugby, avec donc tout ce qui nous a construit, nous a épanoui. Et finalement j'ai hérité au fur et à mesure de mes passages, puisque quand l'enfant de Gruissant s'est retrouvé maire de Gruissant, ça a été un cap et une étape difficile qui m'a permis de me remettre en question, qui m'a permis de bien comprendre les enjeux de Gruissant, donc la protection, comment protéger Gruissant, comment rendre Gruissant attractif, comment rendre Gruissant rayonnant. Et avec ma carrière de sportif de haut niveau, une notoriété nationale et même donc avec un peu d'humilité internationale, nous a permis donc de faire connaître un peu plus Gruissant. Et le fait d'avoir beaucoup voyagé, j'ai fait 3-4 fois le tour du monde, m'a permis aussi, avec mes connaissances, avec mes réseaux, d'être, je crois, assez fidèle de l'héritage de M. Gimier, de M. Salençon, les maires qui ont marqué Gruissant, et avec de la modestie et de la force, on a essayé de dynamiser, de rendre Gruissant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire donc une commune qui fait partie des plus belles communes de l'Occitanie, une commune qui est restée avec l'ADN donc sur notre propre histoire, les familles de pêcheurs, les familles de viticulteurs, de commerçants, et ce développement harmonieux, mais en même temps qui a respecté notre environnement au cœur d'un parc naturel régional. Donc ma fierté aujourd'hui devant vous, c'est de vous dire que nous sommes dans une certaine continuité et puis nous sommes adaptés à l'évolution de notre société. Cette histoire, elle continue par des témoignages d'hommes et de femmes qui vont donc au fur et à mesure de mon interview prendre la parole et vous expliquer tout le cheminement, le long cheminement de cette belle cité de Gruissant. Je suis venu toujours à Gruissant et mes parents avaient un bateau de pêche à Barberousse. J'aime bien la régate et j'ai un bon équipage. J'ai pris un bateau plus typé course. J'ai débarqué ici là à Gruissant pour acheter mon bateau et c'est là où je me suis familiarisé avec la navigation vraiment en Méditerranée.
Je connaissais personne à 400 km, j'ai acheté le bateau, j'ai gardé la place et je dis allez maintenant on va trouver du boulot dans le coin, donc ce que j'ai réussi à faire. Ouais. Et voilà, et 3 ans plus tard, je suis toujours là en attendant mon départ tour du monde en voilier. Quand on est arrivé à Gruissant, on a été séduit par l'environnement, par vraiment le village, la clappe, les étangs, les salins, etc. On a trouvé l'endroit super beau. J'ai engagé une reconversion professionnelle. Et au bout de 3 ans, j'ai créé Gruissant Occitanie Voile. On est arrivé même par la mer. L'option, on est arrivé par la mer avec le bateau, quoi. Alors, on s'est implanté. Nous, on n'est pas des plagistes, hein. Ça ne s'est pas passé comme ça, pas du tout. C'est par le bateau. J'ai toujours gardé un très très bon contact avec tous les plaisanciers, qu'ils soient de Barberousse, qu'ils soient de Port-Gruissant et qu'ils soient de Barberousse. J'ai toujours gardé de très bons contacts avec tout le monde. Je n'ai jamais eu de problème, jamais. Et pourtant, j'étais à l'accueil, puisque j'ai été prise en tant qu'hôtesse d'accueil, secrétaire, mais aussi après gestionnaire des emplacements. Puis un jour, tout bêtement, la SNSM de Gruissant était en train de faire des portes ouvertes en 2010. Je suis passé par curiosité visiter le bateau. On m'a proposé de venir le lendemain faire un tour à la mer. J'ai mis un pied à bord et je suis jamais reparti. On avait fait une halte ici un soir et on avait adoré. Mais l'avantage, c'est tout l'espace qu'il y a ici, parce que le problème, c'est qu'ici, il y a très peu de mouillage. Et en fait, Gruissant, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment un bel espace de vie. C'est vraiment très beau. Par la mer, j'étais jamais venu ici en voiture. Grandi à Gruissant, ouais. Je suis jamais parti. Hein. C'est une famille de pêcheurs, voilà. Et mon père, c'est le dernier garçon à être né à Gruissant. Il est né au bord de l'étang, à la maison de famille. Hein. Le principe d'un port, c'est d'offrir un amarrage à flot sur le domaine portuaire, sur les bassins. Soit avec des catouets, soit avec des pieux, soit le long d'un quai. Le propriétaire, il paye un loyer, en fait, qui lui donne le droit à utiliser l'espace plan d'eau et des branchements électriques et d'eau potable. Voilà, ça c'est le service de base. J'ai été embauché à l'époque, en 1978, dans le groupe Ferinel qu'avait créé Bernard Arnault. Et j'étais un de ses premiers collaborateurs pour le développement de la commercialisation, le développement des programmes de loisirs. L'été, nous venions avec mes équipes renforcer la côte, puisque c'est à ce moment-là que se pratiquait le maximum de ventes. J'ai connu Gruissant comme ça. Alors la station m'a plu parce que d'abord, à l'époque c'était petit, l'arrière-pays était très joli, le port était beau et surtout j'y ai vu un thon. C'est joli, il y a une architecture qui est sympathique, il y a des quais partout avec des bassins, donc on peut se promener été comme hiver. Il y a toute une promenade, hein, on peut aller assez loin à pied sans problème. Et tout le monde se salue sans se connaître. Le calme. Ouais. Pas de musique, rien. On sort, moi je sors souvent en pêche non sportive avec un copain parce que mon bateau n'est pas très grand. Donc tous les deux, on blague sur le bateau, on s'amuse, on se fait un petit repas, on amène chacun notre petit casse-croûte, on partage. C'est histoire de partager, histoire d'être ensemble. Quoi. La prud'homie, déjà, c'est une juridiction d'exception. Comme il en reste très peu en Europe. Voilà, donc on est en fait des tribunaux de pêche, locaux. À Gruissant, elle a été créée en 1791. Je crois que c'est la 2e ou 3e plus ancienne, avec celle de Marseille, et je crois qu'il y a Sanary-sur-Mer, je crois, de mémoire. Hein. Ouais. C'est très très ancien, ça a plus de 200 ans. Je suis arrivé par le bateau, oui, tout à fait. Je suis arrivé par le bateau et j'ai découvert un village très agréable à vivre. 40 ans qu'on est bien ici. Voilà, du coup, je vous dis, on s'est mariés ici, on a fait notre vie ici, on a vu évoluer la station. Je trouve bien. Je suis un enfant de Gruissant, ouais. Voilà. Toute la famille du côté de mon père est de Gruissant. Ouais. Et jusqu'à moi, tout le monde était marin. Depuis, je ne sais plus combien de générations. Marin de commerce. Gruissant a la tradition maritime. Hein. La mer, les thons, l'eau salée, l'eau saumâtre, hisser les voiles, prendre le large, caler les filets, lutter contre le thon, amarrer, régater, faire le tour du monde, vivre dans le silence. C'est l'histoire des gens de l'étang et de la mer. On ne les voit pas, on ne les entend pas, et pourtant depuis toujours, ils ont tant à dire.
Mais revenons en arrière. Si on prend la fin du XVIIe siècle, il y avait 300 marins de Gruissant qui étaient dans la marine royale. Ah ouais. Et par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre d'indépendance des États-Unis, dans l'escadre de Grasse, il y avait 300 Gruissanais. À la moitié du XIXe siècle, tout marchait bien. C'est là qu'on voit que les belles maisons à Gruissant sont construites, tout ça. Les capitaines, il y avait beaucoup de capitaines, puisque c'était un capitaine, si une famille avait des sous, il construisait un bateau, le patron, passant un diplôme, devenait capitaine et embauchait des matelots et partait naviguer. Voilà. Donc les moyens de transport ont changé et les bateaux ont été construits en acier et beaucoup plus importants, donc ils ne pouvaient plus venir dans le port à Gruissant et tout s'est transféré sur Marseille. Et il y a eu une grande migration de Marseillais qui partaient pour naviguer dans toutes les compagnies qu'il y a pu y avoir. De Gruissanais. De Gruissanais. À Gruissant, c'est pas compliqué. Avant la création de la station, c'était simple. C'était soit ils étaient à la vigne, ouais, soit ils naviguaient, soit ils étaient pêcheurs, ou le salin. Ça fait plus de 200 ans en fait que tous nos prédécesseurs, ils établissent la prud'homie en fait est là pour réguler la pêche au niveau local. Elle est là pour réguler le partage des eaux et l'accès à la ressource. Voilà, ça a été fait à la base dans tous les villages de la Méditerranée sur lesquels il y avait des étangs essentiellement. Dans les étangs, ils étaient obligés de partager les eaux, voilà, pour pouvoir pêcher. L'hiver, ils faisaient la pêche à la mer, dans les étangs, et l'été, ils faisaient ce qu'on appelle le cabotage avec leur bateau, le long des côtes, pour mener du blé à Marseille, à Toulon. Les vieux pêcheurs, il n'y avait pas les systèmes de cotisation qu'on a actuels, il n'y avait rien. Donc beaucoup de pêcheurs avaient 2, 3 ou 4 vignes. Ça leur permettait alors ils portaient le raisin à la cave, ça leur permettait soit de ne pas payer le vin, soit s'ils avaient la chance d'avoir quelques parcelles supplémentaires, il y en a quand même qui étaient... ils avaient quelques hectares, quoi. À l'époque, à l'étang, au 1er décembre, ils enlevaient tous les filets. Ah oui. Ils gelaient. Il y avait des hivers terribles, il faisait froid. Jusque vers les années 60, il y avait une grosse colonie de Gruissanais à Marseille, à la Joliette, autour du port, tout ça. Oui. Et ces Marseillais venaient en vacances à Gruissant, et c'était, comme disaient, les Marseillais arrivent, les vacanciers, c'était les Marseillais, quoi. Moi, mon grand-père a vécu à Marseille une grande partie de sa vie. Moi, je suis parti naviguer très tôt, et j'ai vécu à Marseille, puis après, bon, j'étais un peu partout, puis à la retraite, je suis revenu à Gruissant. Après-guerre, Gruissant voit sa jeunesse partir. La pêche à l'étang est fastidieuse, et l'avenir n'est pas de rester au pays. Voilà, 13-14 ans. Il n'y avait pas de débouché sur Gruissant. Le bon débouché, c'était de partir naviguer. Alors pourquoi? Parce que de suite, on gagnait quand même, je dirais, en tant que mousse, je gagnais autant qu'un ouvrier agricole, quoi, à 15 ans. Quoi. Bon. Et tu es nourri, tu es logé, évidemment, et puis tu reviens, tu ramènes plein de trucs. C'était une autre époque. En 1850 à peu près, il y avait 4000 habitants. 3800, 4000. Et on est tombé à 1200 en 1960. Ces dernières années, c'est le rush, chaque été. On se bouscule sur les routes de France pour aller se serrer sur les plages espagnoles. Tous ces millions de touristes français et européens ignorent cette étendue de 180 km de long qu'est le littoral du Languedoc-Roussillon. Tout simplement car il n'y a pas, peu d'infrastructures pour les accueillir. Regardez-moi, quelques années avant, nous étions tous petits comme ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, les grands-mères, dans les rues, les feux de bois, la fumée, etc. On ne pouvait pas vivre dans Gruissant, on y vivait, infesté de moustiques. En juin 1963, on crée la mission d'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon. On va alterner entre zones naturelles et unités touristiques. 6 stations balnéaires voient le jour. La Grande Motte, le Cap d'Agde, Port-le-Cat, Port-Barcarès, Saint-Cyprien et Gruissant. La 7e,
à l'embouchure de l'Aude, ne sera jamais réalisé. L'État, lui, crée autoroutes et aéroports. Vous avez toujours le Paris Match. Il est de 64-65, vous savez, il est à cheval sur 2 étés. Une révolution dans Gruissant, puisque ce Paris Match présentait, entre guillemets, ce que devait être l'aménagement du Languedoc. On commençait là à voir les grandes pyramides de la Grande Motte. Scandale. Et en 65, lorsque j'ai été élu maire, et mon conseil municipal avons décidé que si l'aménagement de Gruissant devait être ce qu'on nous présentait, à tort, à raison, on n'en savait trop rien à ce moment-là, nous ne pourrions pas être d'accord. Nous nous sommes tous mis au travail et on prédessine ce que pourrait être l'aménagement de Gruissant. Nous ne sommes pas des militaires, vous et moi, on pourrait l'être, on aurait pu l'être, mais tous les plans sont déployés sur les tables et nous regardons et nous étudions et nous réfléchissons et ces messieurs dessinent un premier jet, voilà, l'aménagement de Gruissant, ce sera le vieux village, ceci, le reste encore, et voilà le périmètre à déterminer. Et c'est un port de plaisance qui, au fil des années, depuis sa création, il faut dire qu'il a été créé dans le cadre de la mission Racine, sur des terrains marécages ou arides ou de plage. Des stations touristiques sont sorties de terre, sous la volonté du général de Gaulle. Et à partir de là, ça a créé des stations touristiques et toutes ont été construites sur un modèle autour d'un port de plaisance pour vulgariser et rendre accessible la plaisance à tout un chacun, au-delà des bains de mer. Et donc le port de Gruissant a été créé en 1974. La station a fait sa première saison. Vous êtes à la station-service, vers la plage, tout ça. Lagune, 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 rien, rien, rien. Tout était à créer. On creuse avec le sable, on entasse, on nivelle, etc. C'est comme ça qu'on a créé les plateformes dans un premier temps et les premiers bassins. La seule exigence que nous ayons eue avec le président Racine, je parle quand je dis je, c'est le maire et son conseil municipal, ça va sans dire. Nous n'avons pas souhaité, comme c'était déjà le cas à la Grande Motte, un seul grand bassin. Nous avons préféré 3 bassins pour rester un peu à l'échelle humaine. La station a commencé à se créer en 70 à peu près, voilà. Et au début, on ne comprenait rien, puisque moi, bon, je naviguais, j'étais jeune, j'étais marié, je venais avec les enfants, mais je ne me souciais pas de... Je regardais, bon, ça va, tout ça. Et je voyais ça, moi, ça me déplaisait pas, quoi, de voir ces constructions, mais j'y comprenais rien. Et puis après, je voyais ces bassins qui se créaient. Alors, la petite histoire, c'est que il y a un chenal qui ralimentait le petit port de pêche qu'il y a derrière, à l'origine. Oui. Okay. Ce chenal, il s'enlisait avec le sable, donc ils ont fait venir la machine pour nettoyer la dragueuse, et la dragueuse, au bout d'un moment, elle ne pouvait pas tourner. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé pour qu'elle fasse marche arrière. Et cet endroit qu'ils ont creusé, ça a été la naissance du port Barberousse. Mon père, il me disait, on va tout nous prendre. Oui, il va y avoir des étrangers, voilà. Mais après, j'avais un frère qui avait un restaurant à Arbre de Plage, il était bien content. Moi, quand je suis arrivé, c'était juste l'année après où la ville de Gruissant le récupérait. Il était géré par une société d'économie mixte du département, la CMEA. Ces sociétés économiques avaient été créées à la fin des sociétés d'économie mixte d'aménagement du Languedoc-Roussillon. Elles avaient pris le relais. Elles avaient pris le relais pour la gestion. Et la ville, pour tout dire, avait créé une société d'économie mixte propre à l'animation et l'office du tourisme, sous forme de société économique. La Promag. 1974,
La station et le port sont une réalité. Le tourisme débute et révolutionne la tranquillité ancestrale de ce village en circulade languedocien. Dès l'ouverture, les passionnés de régates, de pêche au gros ou de croisière s'organisent. Non, il n'y avait rien là, c'était un terre-plein. Ça a explosé quoi, vraiment en 80. Quoi. Que ce soit immobilier ou bateau, c'était la folie. Il fallait faire des sacrifices pour pouvoir s'acheter un dériveur. Hein. Un 470, comme ça, c'était... Surtout en débutant, on passait pour des riches. Hein. On avait un yacht. Pour le néophyte, oui. Voilà, ouais. Après, par contre, celui qui aimait la voile, non. On a acheté un petit croiseur, c'était un Puma 23. On est rentré avec ce fameux bateau jusqu'ici, où on l'a mis au port, là. Et puis de là, le petit est devenu plus gros, le plus gros de plus en plus gros. Et tous les 15 jours, on pouvait venir faire de la voile, de la régate. Je suis venu à travers la voile. On a eu un vrai bateau ici, on n'aspirait qu'à venir à la mer, à naviguer sur la mer. Et donc on est arrivé en 81 à Gruissant avec un bateau au port. C'était le bassin 1 pratiquement, le bassin 2 très peu. Le bassin 3, c'était une grande étendue d'eau où on faisait des régates d'optimistes. J'ai pu faire de la pêche au tout gros, de la pêche au thon, avec plusieurs bateaux. Une sacrée époque, parce que les poissons, ils faisaient de 180 à 230 kilos. Et j'étais à ce moment-là sur le portique de la Croisette. J'ai été équipière de la première équipe féminine de pêche au tout gros, avec mes amis. En 1983, le port était fait. Mon rêve, c'était d'acheter un bateau. Mon rêve, c'était d'aller à la pêche. J'ai acheté un bateau en 81. Un petit bateau, à l'époque, c'était un 6,80 m Narquois. Et quand je suis revenu en 89, là, j'ai acheté un bateau un peu plus important, puis on a commencé la pêche sérieuse. Et après, on en a pris beaucoup. Et des gros poissons. Hein. Le Gruissant Yacht Club, je dois être le plus ancien même maintenant. On faisait des compétitions interport, où on se regroupait avec Cap d'Agde, 7, et il y a eu des courses où il y a eu 80, 100 bateaux sur l'eau. Un des présidents, c'était Denis Tessier, le directeur des maisons idéales de Mazamet. Il était dans un camion, il avait prêté un camion de son entreprise où il avait fait le Yacht Club. C'était son camion qui servait de lieu de rencontre. De façon générale, jusqu'aux années 2000, Gruissant reste une destination estivale pour la grande majorité des clientèles. C'est à l'orée du XXIe siècle, grâce à une politique volontariste et visionnaire, que Gruissant passe de village à ville et que son port se modernise afin de répondre aux défis du 3e millénaire. Le port, il avait 700 places. Et au fil du temps, inclus le petit port Barberousse, nous sommes arrivés à 1650 places. Ce qui manquait de place. Donc on a fait des études sur le port et on a calculé des aménagements et on a fait des investissements assez importants, plusieurs millions d'euros dans le temps, mais qui ont permis de toute façon d'être avec des emprunts, les places créées couvrant les emprunts et le fonctionnement, et c'est équilibré. Et la particularité de ce port par rapport à mes collègues, c'est qu'on est un des ports, il y en a 2 comme ça dans l'Occitanie, qui a le plus de voiliers. J'ai vu l'évolution du port, j'ai vu l'aménagement du bassin 3, puisque là, il y avait tout l'aménagement du bassin 3. J'ai vu l'aménagement, la réflexion de tous les pontons, la rénovation des pontons, des créations des renouvellements de pontons, des agrandissements de pontons, ne serait-ce que dans le bassin 2. Les plaisanciers de ce port sont à 45% issus d'Occitanie. Et les autres, c'est la région Rhône-Alpes, la période de Clermont-Ferrand, Paris. On a du Bordelais et on commence à voir du côté Bouches-du-Rhône. Ah d'accord. Voilà. Et il y a à peu près 5 à 7% de clientèle étrangère, principalement des Anglais et Allemands. La station se développe bien, elle est belle, elle est bien entretenue. Ici, le port est bien géré par des gens qui bossent. Hein, ils font du bon boulot, et ça c'est bien. On a créé toute une économie, la vie va de l'avant. Le port de plaisance de Gruissant, en grande ligne, en gros, c'est 4 millions d'euros hors taxes de chiffre d'affaires. C'est 14 salariés. Dans les différents postes, ceux qui vont de l'accueil à la communication, aux services techniques, aux grutiers, aux pompistes, et qui est renforcé l'été par une dizaine de saisonniers. Ça, c'est l'économie du port. Résultat positif quand même, qui permet de dégager un résultat net conséquent, qui permet de réinvestir
Parce que tout l'argent que l'on gagne, on le remet dans l'entretien ou dans les nouveaux investissements. Et derrière, on fait vivre 40 entreprises du nautisme. Voilà. Des petites comme des très grosses. Depuis 20 ans, Gruissan et son port voient une population se sédentariser. On est gruissanais chacun à sa façon. Et s'il est un endroit où l'éclectisme règne, c'est sur le port, sur l'eau ou sur les thons. Chacun sa passion, chacun son histoire. Que la parole circule. On passe une vie à attendre cette grande traversée avec des copains d'ici, donc de participer à ce projet, de faire l'allée. Et puis il y a 2 ans de faire le retour en partie puisqu'on a été obligé de s'arrêter aux Açores. Mais en fait, pareil avec les gars de Gruissan, de participer à ces grands projets-là. On a loué un camping-car et on a fait depuis le nord tous les ports pour chercher un bateau. Voilà. Et le bateau qui nous plaisait, on l'a trouvé à Saint-Cyprien. Parce que je connaissais déjà Gruissan depuis longtemps. Et quand Gruissan m'a appelé en me disant il y a une place, dans l'heure qui suivait, on avait détaché les amarres, on avait été capitaine des remparts, on est arrivé tout de suite. Alors, on a navigué dans la Méditerranée. Je suis restée sur le bateau, mais je ne navigue plus. On s'est réunis au mois d'août et on fait déjà la première opération. Déjà, c'est de savoir combien de pêcheurs participent au barrage, à ce système de poste à poisson. Donc de là, il y a ensuite une opération de marquage des postes dans l'étang. On va planter des roseaux pour matérialiser chaque poste à chaque endroit où il doit être calé. Voilà. Et le soir même, on fait le tirage des postes. Du kitesurfer ou de la planche à voile. Là, c'est le pire. Pour nous, c'est le pire. Surtout en recherche. 110 km/h de vent. C'est 3 copains qui partent de Port-la-Nouvelle en planche à voile, qui font aller-retour. Mais ils sont partis à 3, ils n'étaient plus que 2. Pas de position GPS. Entre Gruissan et Port-la-Nouvelle. On cherche 1 heure, 2 heures, toujours rien. Le cross nous déclenche en plus en renfort. Plus de 10 moyens de sauvetage, de recherche et de sauvetage sur zone pendant 18 heures. On a arrêté à 2 heures du matin, on a repris les recherches à 6 heures du matin. Et d'un coup, l'avion, donc l'Atlantique 2, repère un corps sur une planche, à 9000 au large de Port-la-Nouvelle. On fait route dessus, il y a un dessus comme ça sur la planche, qui ne bougeait plus. Les 2 équipiers sur le pont qui commencent à le récupérer. Et là, d'un coup, il commence à bouger un doigt et une paupière. Température, il était à 27,5. Ce monsieur a eu énormément de chance, énormément. Vous avez un fil dont la résistance est de 130 livres, ça fait donc 57 kilos, 130 livres. En plein fil, au nœud, il a une résistance qui est de 40 kilos. Donc vous ne pouvez pas tirer à plus de 40 kilos. 40 kilos pour un bestiau de 212 kilos, c'est pas beaucoup, hein. Il a la puissance de casser, donc il faut le travailler au frein. On a 1 kilomètre de fil sur les moulinets. J'ai vu des poissons me vider le moulinet. Et vous videz le moulinet, ils prennent tout. Et après, il y a du boulot. Je suis toujours danseur. C'est-à-dire que je continue à faire de la danse à droite à gauche. Je donne des cours notamment à Montpellier et à Perpignan, dans des écoles de danse. J'ai acheté un bateau et avec ma femme et des amis, on est parti en bateau à voile. Voilà. Et on est parti vers la Guadeloupe, la Martinique. De ça, maintenant, il y a 3 ans. Et après, j'ai dit, c'est simple, maintenant qu'on connaît les bateaux, et comment on peut faire pour ne plus payer de l'essence, être un peu écolo. Le bateau à voile, c'était la meilleure solution. Et donc, on a acheté un bateau à voile. Le vrai truc du bateau, c'est de se dire que justement, à n'importe quel moment, on peut partir. Et que justement, c'est le but, quoi. Il faut y aller, il faut aller voir, c'est trop important, quoi. Pour rien au monde, maintenant, on me remettra un pied sur terre. Il y a environ 27 pêcheurs, tout compris. La saison mer, en gros, c'est du 1er mars jusqu'au 15 septembre. Je pars le matin ramasser les filets que j'ai mis la veille. Voilà, après, c'est des sols, des solettes, c'est des sèches, c'est selon l'époque, selon le temps. On pose les filets vers entre 15h et 18h. Et le matin, on part les relever entre 2h30 et 6h30 le matin. Le Yacht Club de Gruissan, c'est un club historique qui a 50 ans d'existence, qui a été fait au départ pour des régates, puis après, disons, on peut le résumer en 2 sections. La section régate, qui fait essentiellement des courses, devant Gruissan ou avec d'autres clubs. Les régates, dans la mesure où on est autorisé, on lance les régates ou les croisières. Donc les régates, c'est à peu près 1 régate tous les 15 jours, on essaye de s'y tenir.
Et une section croisière qui est fait essentiellement des croisières et bien entendu de l'animation, de la convivialité avec les repas. Je suis patron d'une école de voile croisière sur Gruissan. Ça consiste à apprendre aux gens à naviguer sur un bateau dit habitable. C'est une école pour apprendre à naviguer. Déjà les bases de la voile, bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait. Et puis après, ça peut être se perfectionner sur les particularités de la navigation en croisière, justement. Ouais. Et il y a une autre partie qui est quand même relativement importante, qui est de former ou de perfectionner des propriétaires de bateaux, c'est-à-dire des gens qui ont déjà leur propre bateau, mais qui ne savent pas où peut s'en servir ou qui ont besoin de se perfectionner dans des domaines très particuliers. À 14 ans, moi, je suis parti dans cette école, 1 an. Ça s'appelle l'école d'apprentissage maritime. Et à 15 ans, j'ai embarqué sur un bateau de la compagnie Paquet. C'était une compagnie qui était connue à Gruissan, il y avait beaucoup de Gruissanais dessus. Et puis ouais, j'ai embarqué Mousse, quoi, en fait. Et à 18 ans, on est matelot. J'étais officier mécanicien, chef mécanicien, et puis ensuite j'étais ce qu'on appelle ingénieur d'armement, c'est-à-dire l'armement, c'est pas les fusils ni les canons, c'est l'armement des bateaux. Et j'ai fini ma carrière aux Antilles comme directeur général d'une société de transport maritime. À la retraite, je suis revenu à Gruissan. Ouais. J'ai été président de la SNSM 13 ans. Et j'écris, on avait déjà en ce temps-là, on avait du email à bord, avec un modem. J'écris à ma belle-sœur, cherche pour nous un port et une école pour Inuk. Et elle m'écrit, à Gruissan, ils font je crois que c'est le bassin 3, pour des grands bateaux, vous êtes bienvenus. Et puis on a levé l'ancre et on est venu directement. Et fin octobre, notre fils était au lycée à Narbonne. Le bateau, pour moi, ça a toujours symbolisé l'appel du large, la liberté, vraiment la notion de mouvement aussi. C'est ça, c'est l'aventure, quoi. Je me suis renseigné, formé. J'ai débarqué ici, là à Gruissan, pour acheter mon bateau, et c'est là où je me suis familiarisé avec la navigation vraiment en Méditerranée. Et maintenant, ma vie est ici, quoi. C'est un projet que je mûris quand même depuis plus de 10 ans. Je suis toujours là, en attendant mon départ pour le tour du monde en voilier. Le port, quelle scène, quelle arène pour organiser courses, événements et animations. Du tournoi de rugby sur l'eau, avec les plus grands noms de la discipline, en passant par le festival éphémère, ou les championnats de France de rame traditionnels, ou le mythique Tour de France à la voile. Gruissan Port est une salle de spectacle en plein air. Pour vivre sa passion, son métier, ses loisirs, il faut que le port, la prud'homie ou les professionnels du nautisme anticipent, innovent encore et toujours. C'est parti quand même d'une idée, justement de l'évolution de la plaisance. On avait un projet avec Didier Codorniou, le maire, de faire une extension du port, de à peu près 400 places. On s'est dit, un gros investissement, peut-être un retour d'investissement rapide sur les premières années, mais quid dans 30 ans ou 50 ans, parce que c'est le coût d'amortissement de ce genre d'installation. Et donc, à l'occasion d'un voyage d'études au Danemark, moi j'ai été marqué avec le premier adjoint par ces habitats flottants. Ça nous a donné des idées de se dire, et pourquoi pas à Gruissan, est-ce que ce n'est pas la solution alternative, mais pas dans sa totalité, on ne va pas faire que des habitats, mais complémentaire pour dire, voilà, un port de plaisance, son avenir, c'est aussi une forme d'hébergement. Et là, on est parti sur l'hébergement flottant de loisirs. C'est de l'hôtellerie flottante, 35 lodges, qu'on appelle des lodge boats, qui sont en fonction hôtellerie, et qui vont de 1 à 2 chambres, avec tout le confort moderne à bord, qui flottent, qui sont amarrés comme des bateaux,
qui sont branchés comme des bateaux sur des bornes électriques ou sur des bornes à eau. Par contre, qui ont une évacuation d'eau usée par aspiration sous vide, donc 0 rejet dans le port. Ça, c'est quand même... Et sous ces bateaux, des cages, des nurseries à poissons. On démontre que le port est pavillon bleu, eau propre, et donc que la vie peut bien. On a même des hippocampes dans le port. Donc ça, c'est les poissons les plus sensibles à la pollution. On a un plus, je dirais, sur l'école de voile. On travaille en collaboration étroite avec la Fédération française de voile sur un programme d'insertion par le sport. De mi-septembre à fin mars, on va avoir des gens éloignés de l'emploi en formation à la voile. Le but de l'opération, c'est de les acculturer à l'environnement maritime afin de leur faire découvrir tout le potentiel d'emploi qu'il y a dans les métiers de la mer. Il y a eu une évolution dans le temps, on a un vieillissement de la population du port. La moyenne d'âge actuellement est de 65 ans. Et on constate un ralentissement au renouvellement des places. C'est-à-dire qu'en fait, la deuxième ou troisième génération de propriétaires diminue. Bien, on devrait perdre 30% de la clientèle du port. Donc ce renouvellement, il ne se refait pas 30% chaque année, même si le port est toujours plein. On a monté un projet, bon, il faut qu'on réhabilite nos cuves à carburant, puisque la Prud'homie a recruté, nos cuves à carburant sont devenues un peu trop petites. On a un projet en parallèle aussi de réaménagement de hangars, de stockage de matériel. Oui. Et après, depuis peu, on a mis en location la cour de la Prud'homie aussi au village, ce qui nous fait un petit plus, on le loue à des associations pour des événements. Oui. On a un projet aussi d'aménagement, de terminer, de bien aménager la cour. Ça fait quelques années qu'on avait pas mal de demandes là-dessus et on a décidé de s'y mettre parce que c'est la seule cour à ciel ouvert qu'il y a dans tout le village. Ouais. Donc, et à part le jour à Saint-Pierre, on va dire on n'en fait rien. Oui. Autant la valoriser. La SPTT est enfermée, les petits bateaux sont partis. Pour des raisons socio-économiques, les gens n'ont pas suivi, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas suffisamment de relève sur les bateaux. Nous, on a tous élevé nos enfants sur les pontons. Et maintenant, on ne voit plus beaucoup d'enfants sur les pontons. Et ça, je le regrette beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient bien savoir que dans l'avant-port, et puis ça mettrait un peu de couleur dans l'avant-port, quoi. Voir des petits bateaux passer, c'est très agréable aussi. Très agréable. Et réciproquement, pour des gamins, de voir des bateaux avec des gens qui leur font bonjour, leur donnera peut-être envie d'embrayer, de venir s'intéresser. Et demain, quels sont les enjeux pour le nautisme, la pêche et le port de Gruissan? Aujourd'hui, la plaisance, le plaisancier consomme le bateau comme un objet. Il n'en est plus amoureux comme il était avant. On vient chercher un objet de loisir, de déplacement, d'animation, de vie à bord, de convivialité, mais on n'en cherche pas à être forcément propriétaire. Et c'est pour ça qu'on voit se développer de plus en plus la location de bateaux. Demain, je pense que beaucoup de plaisanciers, pour amortir leurs coûts, parce qu'ils utilisent peu leurs bateaux, vont vouloir aller vers un système de location de particulier à particulier, ou un modèle auquel je travaille, c'est de mettre en place une conciergerie qui permettrait aux propriétaires d'amortir ses coûts de place au port. Et ça, c'est quelque chose un peu de révolutionnaire qui commence à germer, mais qui permettrait d'apporter des solutions justement à cette baisse de futurs propriétaires. Mais après, et peut-être de faire venir des sociétés plutôt de location de bateaux. D'autres aspects aussi pour rendre aussi le port attractif, le port novateur, bon là qui existe peut-être en d'autres endroits, mais on parle souvent de terrasses flottantes. Parce que je pense que là aussi, les plans d'eau portuaires a besoin aussi de contribuer à l'économie périphérique du port. L'extension des terrasses, c'est pas je veux dire, sur le domaine public que sur les quais. Il faut laisser passer les engins de sécurité, il faut que la foule se balade. On voit toujours les chaises, les tables avancer. Pourquoi on n'a pas la possibilité d'agrandir les quais? On n'irait pas sur l'eau, au droit de certains quais, pour demain en faire un projet novateur. Ça n'existe pas.
En 2024, Gruissan aura 50 ans. Comme vous le savez, 2024, nous allons fêter les 50 ans de l'ascension de Gruissan, qui est devenue donc cette pépite, je le disais, qui est un beau miroir donc à travers la Méditerranée, et deux éléments phares à la flamme olympique, qui est un élément majeur, même donc incroyable sur une commune comme Gruissan. Le Tour de France cycliste donc qui va faire donc un départ à Gruissan avec 2 journées consacrées au Tour de France à Gruissan et une évolution qui finalement donc est en pleine aspiration avec ce que nous souhaitons. En clair, donc très attaché à notre environnement, à la biodiversité, au respect de notre nature, mais aussi des traditions. En étant président d'un parc naturel et régional, c'est un paradoxe, mais je suis aussi chasseur et pêcheur et utilisateur de la garrigue, donc tout en respectant les règles. Et je pense que Gruissan, c'est un peu tout ça. Il ne faut pas oublier notre histoire, notre passé, se projeter avec optimisme sur un avenir, et demain de faire une station ouverte, dynamique, attractive, où demain on pourrait imaginer qu'on va venir à Gruissan en laissant nos voitures et en se déplaçant à pied, à vélo, à cheval, pour peut-être écouter, sentir les odeurs, les parfums de la garrigue, écouter les oiseaux et observer. Et tout ça, donc, quand on écoute le vent du Nord, c'est incroyablement beau, ici à Gruissan.